Je vais commencer par ça. Mais avec ce que vous dites les uns et les autres, parce qu'au fil des interventions, on se rend compte quand même d'une chose, c'est que l'austérité s'est installée dans nos têtes, le libéralisme, tu le disais, s'est installé dans nos têtes, à tel point que nous-mêmes, on ne s'en rend même plus compte. Et lorsqu'on se bat contre, on se rend compte aussi à quoi on a affaire et à quoi on est obligé de résister. En d'autres mots, puisque tout à l'heure, la question qui est venue et que tu as reprise, que vous avez reprise, c'était quel rôle a joué la gratuité dans la défaite électorale? La gratuité, elle n'a pas joué de rôle. Je le disais tout à l'heure en plaisantant, ceux qui ont gagné les élections, à 47% quand même, il ne faut pas pérorer trop, ils ont dit clairement, ils ont été obligés de l'écrire, qu'ils allaient continuer la gratuité. Donc de toute façon, cette question-là, elle est derrière nous. Mais je vois poindre des choses qui me font froid dans le dos. Je ne suis pas encore aux élections de mars dernier. C'est que, bien que rassemblant encore un bon nombre de suffrages, la gratuité et les chiffres que je vous donnais datent de 2013. On n'a plus de chiffres. J'ai demandé à la responsable des transports de l'aglo avec qui je parle encore. C'est partie de ceux qui me parlent encore. Je lui ai demandé s'il y avait encore des enquêtes et des sondages. Elle m'a dit non. Ils n'ont pas envie d'en savoir trop sur la gratuité. Ça serait intéressant d'aller savoir ce qui est dans la tête des gens aujourd'hui autour de la gratuité. Parce que, certes, quelqu'un l'a dit, ça n'est pas une, vous l'avez dit, ça n'est pas une réponse à tout. Du tout. Je dis simplement que c'est impossible ouvert et impossible qui existe. Une utopie, réalité. Et que ça, quand j'en ai parlé à des endroits du monde où c'était pas possible, au Brésil par exemple, ils m'ont dit, ouais d'accord, ta gratuité, mais nous on peut pas. Ben non, vous pouvez pas, mais pensez des politiques qui répondent aux besoins, qui font du bien aux gens et qui demandent de se creuser la cervelle pour aller dire oui c'est possible et allez-y, il y a des intelligences partout, on peut y arriver techniquement, économiquement, juridiquement, ça marche. Ça me paraît essentiel. Et j'aimerais pour revenir à cette histoire d'état d'esprit, j'aimerais qu'on puisse avoir un état des lieux sur la ville et sur l'agglomération. Il faut savoir ce que pensent les gens. Moi, je sais pas ce que vous apportez. Ce que je sais, c'est que ce soir, je vais repartir en me disant, mais nous, là, les opposants nouveaux dans cette agglomération, il faut qu'on puisse s'organiser sur la base de ce que vous avez réalisé, de manière à, évidemment pas comme un institut de sondage, mais à notre manière à venir prendre le pouls de la population et à mener du débat public. Parce que si les idées libérales avancent, elles avancent beaucoup dans toutes les fêtes, et encore plus chez ceux et celles qui sont tout seuls dans leur voiture, et qui existent encore beaucoup, et qui écoutent les mêmes choses du matin au soir. Donc il y a besoin de débat public, il y a besoin d'essaimer ce genre de choses, et il y a besoin de regarder où ça en est. Je suis presque sûre que sur un électorat d'extrême droite, ou de droite, je suis désolée, il y a peut-être des gens présents ici, la gratuité, elle a dû chuter chez nous. Parce que, je reviens au tram, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a payé à Aubagne? On n'a pas seulement payé, si on a payé le gouvernement, disons-le clairement, comme des tas et des tas de collectivités locales, vous êtes une exception ici, qui ont basculé à droite. On en fait partie, on n'avait pas suffisamment de marge, les 8% perdus, ben, on a basculé à côté. Ce n'était pas le cas dans d'autres communes qui avaient suffisamment de marge pour être réélus juste, un peu étriqués. Ça sera peut-être la prochaine fois, mais pas cette fois-ci. Nous, ça nous est tombé dessus cette fois-ci. Mais sur la base d'un mandat en tout cas, mais un mandat et demi, où en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la démocratie en permanence pour tout. Mettre en débat public de manière thématique et territoriale toutes les questions qu'on avait, dont celle des transports et celle de la gratuité. On a ouvert les yeux sur le monde et sur ce que vous disiez, monsieur, allez voir ce qui se passe ailleurs. On a fait des tas et des tas on a pris des tas de contacts avec des collectivités, pas seulement celles en gratuité, mais sur les questions du féminisme, sur les questions de l'agriculture périurbaine, sur tout ce qui fonde l'activité d'une action d'un territoire et d'une ville, pour justement aller voir comment ça se passe ailleurs et comment ça se travaille. Donc on a tenté d'ouvrir les esprits. On n'a pas gagné les élections. On a fait la gratuité, on n'a pas gagné les élections. Mais qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a imaginé un tram qui coûte de l'argent.
dans un pays où l'investissement est très très mal vu. Dans un pays où lorsqu'on investit pour un tram, mais pour faire du bien aux gens et pas pour être privilégiés, eh bien c'est mal vu. Alors c'est d'autant plus mal vu qu'ils ont été vachement intelligents en face, on ne peut surtout pas leur faire le reproche de leurs bêtises. Ils ont fait un amalgame terrible. Ils ont utilisé la peur des peuples sur la dette. Ils ont utilisé cette peur sur la ville d'Aubagne. Endettée, bien sûr qu'elle est endettée, la ville d'Aubagne. Et le troisième truc, le pire de tous, c'est qu'ils sont allés dire que c'était le tram parce qu'il pesait sur les impôts locaux, ce qui est une inertie totale. Parce que j'étais présidente de la communauté d'agglomération et que je sais pertinemment que, la communauté d'agglomération n'est absolument pas endettée, qu'elle a pu se permettre d'avoir 2 projets en site propre pour les années à venir, et qu'à aucun moment, ça n'a pesé sur la fiscalité des ménages de la ville d'Aubagne. Ce qui a coûté, en revanche, c'est les équipements publics, c'est la rénovation des écoles, c'est des investissements pour les gens. Mais en faisant cet amalgame, qu'est-ce qui nous est tombé sur le crâne? Ce maire, il a des goûts de luxe. Il fait un tram, un petit tram. Alors on a dit toujours, nous, que c'était pour relier Marseille quand même. Mais bien sûr, ils ont rabougri le truc en disant mais c'est pour faire quelques kilomètres. Là, il est en service. Et bien, je peux vous dire que même sur 2,5 km, on a le tram le plus ridicule du monde, c'est super. Et entre parenthèses, il y avait de l'emploi à la clé. Parce que sans plaisanterie, pour Alstom, c'était le premier tram de ville moyenne comme la nôtre qui allait créer derrière des marchés. En arrêtant le tram, ils ont tué ce marché-là quand même. Donc de temps en temps, pensons aussi, tu as raison, économie. Pensons-y. Parce qu'il y avait de la recherche, de l'intelligence et des trucs à faire grandir. Bon, ça c'est fini, mais donc c'est le tram lié à la dette, lié à l'austérité, lié à ce qui rentrait dans les cervelles doucement, qui a fait qu'on a eu beau déployer des espaces démocratiques, on a eu beau faire tout ce qu'on a fait, et quand même, on a fait beaucoup d'alternatives, parce que dans le même mandat, on a créé la gestion publique de l'eau. Donc on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Ça, on n'a pas perdu pour être dans l'air du temps. Ça, alors, je peux vous dire, pas du tout. On a plutôt perdu parce qu'on était un peu contre l'air du temps. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est important. Je voulais juste dire 2 autres choses. Je suis très bavarde. C'est que j'ai oublié de le dire tout à l'heure au sujet de 2 arguments que vous avez avancés. Le premier sur moi j'ai de l'argent et je peux prendre le bus et voilà. C'est ce que m'a répondu Marie-Lise de Branchu quand elle a dit vous la gratuité c'est fini quand il y aura la métropole. Je lui ai dit mais il me semble que la question ne se pose pas en ces termes. Mettre tout le monde à égalité, ça veut dire permettre une vraie mixité et un espace social différent dans le bus. Et quand bien même, ne nous leurrons pas. Lorsqu'on est riche et qu'on a une voiture, et tu le disais, en toute liberté, on peut se déplacer quand on veut, comme on veut, aux heures qu'on veut, et forcément cette inégalité, elle reste. Ne nous leurrons pas. Simplement permettre d'être en toute liberté, assis à côté quand on est chômeur, je sais pas, moi, d'un notaire, on peut rêver, qui va décider que... Mais ne rigolez pas. Dans un bus, on peut lire, on peut étudier un dossier, on peut taper, ma foi, possible. Voilà. Donc, je pense que cette question-là, elle bien sûr qu'elle existe, mais à mon avis, elle est tronquée. Parce qu'on ne donne pas l'ampleur de ce qui comporte, de ce que sont les déplacements et comment on se déplace. Et pour répondre à vos 2 questions conjointes sur la place du vélo et de la marche, il n'y a aucune antinomie. On a pensé le plan de déplacement urbain alors sur une ville qui n'a aucune culture du vélo. Pour ceux qui connaissent Aubagne, franchement, on va en Italie, à Faenza, il y a 55 000 habitants, 35 000 vélos. À Aubagne, on a mis des vélos à disposition de l'agglo en même temps que la gratuité. Gratuit, 9 mois, pour les gens qui le demandent. Bon, je ne sais pas quel est le chiffre, mais je crois que les gens qui ont dû demander le vélo, il y en a peu. Mais il y a les infrastructures à créer, bien sûr. Je ne dis pas que les organismes sont des feignants, mais il n'y a pas une culture aujourd'hui du vélo. Ça veut dire simplement une chose, c'est que quand la volonté politique, en même temps que la gratuité, elle décide de déployer de la diversité des déplacements, c'est possible et c'est pas antinomique. Moi j'en ai marre qu'on oppose le vélo au transport public, à la marche, voilà.
La seule question, c'est de savoir quel droit on ouvre. Enfin, il me semble, même c'est comme ça qu'on a vécu, et elle ne règle pas toutes les questions, loin de nous. Et puis, juste sur le temps, ce que tu disais sur je permets de se tutoyer, on se peut parler cet après-midi, hein, je suis désolée. Ce que tu disais sur la banlieue parisienne et les zones, moi je me souviens avoir entendu Sago quand on intervenait ensemble, parce qu'il vit là-bas, dire un truc très très vrai. Vous vous rendez compte comme c'est terrible avant cette uniformisation des tarifs. Plus on habitait loin, et plus on payait cher. Et alors, on se braquait des heures et des heures de transport en payant plus cher. C'est quand même une folie furieuse. Alors, je sais bien que aujourd'hui, la question ne se pose plus et que la gratuité, je ne sais plus qui l'a dit, finalement, d'accord, mais on ne va quand même pas se déplacer pour des choses futiles. Alors, d'abord, il y a quelqu'un qui a dit entre le futile et l'utile, c'est la différence de souffle. Et moi, ce souffle-là, je trouve qu'il est important parce que les deux sont importants. Pour l'utile, si on réduit le temps de trajet et qu'on n'a pas la double peine d'en plus payer pour aller travailler, c'est pas mal. Et pour le futile, honnêtement, est-ce que vous ne vous régalez pas plus dans la vie sur les temps non salariés, c'est-à-dire vous ne vendez pas votre force de travail? Est-ce que vous ne vous régalez pas plus en dehors de ce temps-là que dans ce temps-là? Hein, franchement. Donc la baisse du temps de travail et la gratuité, ça me semble être des questions à me remettre à l'ordre du jour, tout simplement parce que l'amour, les loisirs, la culture, les soins à ses proches, l'envie d'aller retrouver une copine, ça fait partie un peu de temps en temps du futile. Et allez, on jongle, utile, futile, allons-y, il me semble que les deux sont compatibles.